Auditrices, auditeurs, bienvenue à ce 5e numéro de Lola Kayaouele, un podcast de Bouteli et du groupe d'études sur le Congo, GEC, réalisé dans le cadre du projet Utafiti à Amani. Au micro, Agenonga Chobert, chercheur principal pour les Ouélé. J'ai le plaisir de recevoir pour vous M. Emmanuel Tamidribé, professeur de l'Université de Kisangani et spécialiste en matière de la gouvernance des ressources naturelles et environnementales dans le Haut-Ouélé. M. Emmanuel Tamidribé, bonjour. Bonjour, monsieur. Merci de votre disponibilité à participer au 5e numéro de ce podcast qui s'intéresse au braconnage dans le parc national de la Garamba et aux contestations observées en matière de la gouvernance de ce parc. En effet, le parc de la Garamba a souvent été le théâtre de braconnage depuis plusieurs années et de nombreuses espèces protégées telles que les rhinocéros blancs et les éléphants ont souvent été la cible d'un réseau de braconnage ayant des ramifications extérieures. En outre, la gouvernance de ce parc a souvent été l'objet des contestations au niveau des communautés locales. Monsieur Emmanuel Tamidribé, pour une meilleure compréhension, pouvez-vous nous situer le parc national de la Garamba dans les Haut-Ouélé et son importance socio-économique et environnementale? Le parc national de la Garamba est situé dans la partie nord-est de la République démocratique du Congo, particulièrement à la province du Haut-Ouélé, et le parc s'étend sur 2 territoires, à savoir le territoire de Faradje et le territoire de Dungu. Ce parc a une dimension d'environ, disons, un peu plus de 5000 km² et est réputé pour sa station de domestication d'éléphants située à Gangalana Bodio, et dont l'existence remonte depuis les années 1900. Alors, comme vous le savez, le parc de la Garamba est une aire protégée qui regorge plusieurs espèces fauniques et floristiques. Pour répondre à la question de savoir l'importance socio-économique de ces parcs, j'aimerais ici dire qu'il y a plusieurs dimensions à ce qui concerne cette importance. Il y a d'abord l'importance naturelle ou historique même de ces parcs. Vous venez de dire ici à l'introduction que le parc de la Garamba regorge des espèces en extinction ou à danger comme l'éléphant, comme le rhinocéros blanc. Alors, l'importance culturelle, l'importance sociale de ces parcs, c'est de continuer à héberger des espèces qui sont à danger, qui sont menacées, et cela aussi attire l'attention des communautés, et non seulement nationales, mais également la communauté internationale, puisque ça constitue une unité de production de moyens pour que lorsque les visiteurs arrivent, lorsqu'ils veulent être en contact, les touristes veulent être en contact avec ces espèces, et ça fait rentrer de l'argent. Et voilà un peu l'importance économique de ces parcs, mais aussi l'importance sociale, puisque dans les concepts actuels de la conservation, on ne fait pas seulement la conservation pour la conservation, mais il faudrait aussi voir la vie des communautés riveraines, les communautés qui vivent autour de ces parcs. Voilà. Nous y revenons tout à l'heure. Comme je venais de le dire tantôt, le parc national de la Garamba a souvent été la cible du braconnage. Est-ce que vous pouvez nous dire exactement quels sont les facteurs qui favorisent le braconnage dans ce parc? Oui, le braconnage n'est pas une spécificité ou une particularité de la Garamba. Là où il y a les aires protégées et surtout des espèces fauniques, ces aires sont toujours menacées parce que ça tire toujours les braconniers, c'est compris. Voilà, alors dans le cas sous examen, donc dans le cas du parc national de la Garamba, quels sont les facteurs qui alimentent le braconnage dans cette aire protégée? Nul n'ignore qu'à partir des années 90 ou années 90 dans notre pays, il y a eu un foisonnement de l'insécurité, des rébellions, des guerres qui ont secoué la République démocratique du Congo.
Et de ce point de vue, le parc national de la Garamba n'a pas été épargné par ces vagues de sécurité, ces vagues de rébellions. Et surtout, vous vous rappelez, depuis l'année 1996, il y a eu une grande première rébellion qui a secoué la République. Et 1998 également, il y a une deuxième rébellion, ainsi de suite. Alors chaque fois, il y a une vague de rébellions. Et le parc de la Garamba est victime parce que les armes circulent facilement parmi la population environnante, population riveraine, mais également les rebelles eux-mêmes élisent domicile dans ces parcs. Et il y a les multiples rébellions comme premier facteur, mais le deuxième facteur, ce sont les insécurités aussi qui ont eu lieu à un certain moment de l'histoire dans les pays voisins. Je n'ai pas dit à l'introduction que la Garamba se situe juste à la frontière de la République du Soudan du Sud. Autrement dit, c'est une sorte de porosité de cette frontière. La frontière entre le Soudan du Sud et la RDC est faiblement contrôlée par le service de sécurité. Et c'est ce qui favorise, entre autres, l'incursion des groupes armés venant notamment du Soudan du Sud, vers le parc de la Garamba. Absolument. Vous vous rappelez que le Soudan du Sud a été secoué par une série de rébellions patronné par Salva Kiir, je crois, et Riek Machar. Et les hommes de ces leaders font facilement des incursions dans les parcs pour procéder ou pour se livrer au braconnage. Mais il y a aussi un autre élément, c'est l'élément lié aux rebelles ou à la rébellion de la LRA. Et c'est cette rébellion. Voilà, nous y arrivons déjà. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les acteurs ou les réseaux impliqués dans ce braconnage? Voilà, il y a récemment 3 grands groupes ont été identifiés, et même si les acteurs de ces groupes ne sont pas nommément identifié, mais il est identifié dans le parc de la Garamba, 3 grands groupes de braconniers, et ces groupes sont composés notamment par les groupes armés, les hommes armés qui viennent de l'étranger, particulièrement de Soudan du Sud. Et de la RCA aussi. De la RCA, voilà, de la RCA. Mais il ne faut pas oublier que il y a aussi des braconniers nationaux. Le vague de rébellions qui ont secoué la République ont laissé des traces. La population locale, donc les communautés locales se sont tapées des armes et ils organisent aussi, les hommes, les chasseurs locaux s'organisent. On peut dire que c'est les sécurités internes, mais aussi les sécurités externes qui constituent à gros le facteur qui favorise le braconnage dans le parc national de la Garamba. Oui, tout à l'heure, vous avez dit que le parc national de la Garamba regorge plusieurs espèces animales. Et dans le cas sous examen, quelles sont les espèces qui sont la cible des braconniers? Quelles sont les espèces qui sont visées par ces braconniers? Les espèces qui sont particulièrement visées, c'est connu. Il y a d'abord l'éléphant. L'éléphant est particulièrement visé. Je vais vous donner un exemple pour que vous vous rendiez compte de l'ampleur de la menace sur l'éléphant, mais également les rhinocéros blancs. Je vais y revenir. Et depuis plusieurs années, plusieurs décennies, le parc de la Garamba figure sur la liste des patrimoines mondial en péril en raison des conflits armés et du braconnage d'éléphants particulièrement, et qui a considérablement augmenté au cours des années. Donc le braconnage a considérablement augmenté au cours des dernières années, disons. Le braconnage a tellement augmenté. Mais je vais vous donner quelques chiffres. Le nombre d'éléphants morts, par exemple, dans le parc de la Garamba, s'élève déjà
à 43 depuis le début de l'année 2016 sur une population de 1500 éléphants. Vous allez vous rendre compte que la menace est importante et comparativement à l'effectif ou à la population de l'éléphant, il y a 40 ans, le parc de la Garamba avait plus de 22 000 individus de l'éléphant. Mais aujourd'hui, nous naviguons aux environs de 1500. Donc la menace sur la population de l'éléphant est réelle et chaque année, la population de l'éléphant diminue à cause du braconnage. Lors d'une mission menée en juillet 2022 à Dungu, oui, le commandant de la force régionale de la communauté est-africaine EAC, le général Jeff Nyanga, avait annoncé le déploiement du contingent sud-soudanais dans les Ouélé pour appuyer le secteur opérationnel des Ouélé dans la trappe des groupes résiduaires de la LRA et des braconniers internationaux. À votre avis, une telle opération est-elle utile? Bon, à mon avis, une telle opération ne s'avère pas très utile. Pourquoi? Parce que déjà, vous allez constater que cette opération, cette mission de l'EAC dévie déjà par rapport à son agenda. Selon les formations que les Congolaises et les Congolais avaient reçues, parce que cette mission a été actée depuis, je crois, juin 2022, c'était les troupes des pays de l'EAC devaient venir apprécier pour combattre les groupes armés, mais également les rebelles qui insécurisent la partie est de la République. Et la zone ou bien les sites ou la région concernée réellement par cette mission, c'est l'Ituri, c'est le Nord Kivu et le Sud Kivu. Et je voudrais vous dire que ici, donc à votre avis, il n'y a pas une menace sécuritaire impliquant les groupes armés dans les Ouélé pour laquelle il faut faire intervenir un contingent régional? Oui, je confirme, puisque d'ailleurs, selon le récent rapport, il est dit que lequel? Disons les récentes informations en provenance du parc, il est dit que le braconnage a sensiblement diminué, c'est-à-dire de 50%. C'est-à-dire le travail que fait des gestionnaires officiels du parc est assez remarquable, puisque les résultats sont là. Il s'avère que le braconnage a sensiblement diminué. Alors, pour moi, je ne trouve pas une raison beaucoup plus urgente pour que cette force de l'EAC, issue des troupes sud-soudanaises, puisse venir s'installer juste au parc. J'aimerais également ajouter que les populations de Farage, de Dungu, même de Haut-Ouélé... On y revient tout à l'heure. Okay, lors d'un mini-forum tenu à Dungu le 21 janvier dernier, auquel avaient participé presque tous les représentants des structures sociales et politiques de ce territoire, les participants se sont opposés au déploiement du contingent sud-soudanais. Pour quelles raisons? Qu'est-ce qui pourrait expliquer le fait que la population de ces territoires refuse le déploiement du contingent sud-soudanais dans les Ouélé? À mon avis, la population a encore une mémoire vive des atrocités subies des groupes armés étrangers comme la LRA qui est venue de l'Ouganda, mais également les rebelles sud-soudanais, mais aussi, il ne faut pas oublier les Mbororo. Les Mbororo sont armés. Alors, les communautés locales ont été régulièrement victimes de tous ces groupes. Il semble que la population n'a plus trop de confiance à tous ces étrangers qui viennent au nom, disons, avec les armes et puis au nom, entre guillemets, de la sécurisation de la zone. C'est peu ça, les doutes, les mauvais souvenirs. Ces facteurs-là combinés n'arrivent pas à convaincre la population pour accepter cette mission.
Outre le braconnage, la gouvernance même du parc national de la Garamba fait l'objet de contestations au niveau local. Quelles en sont les causes? Il y a plusieurs causes, parmi lesquelles il faut citer. Bon, depuis 2005, l'UCCN, l'organisme habilité à gérer les aires protégées en RDC, avait confié... l'UCCN pour dire l'Institut congolais de conservation de nature. Voilà, avait confié la gestion de parc national de la Garamba à African Park. Et je crois que c'est ça le nom de cette structure. Et depuis, la gouvernance d'African Park est peu différente de celle de l'ICCN. Et cette structure est venue avec beaucoup de réformes, avec beaucoup d'innovations pour essayer de mettre en place une aire protégée, sécurisée, qui puisse préserver la vie des espèces en danger, mais également pour essayer de relancer le tourisme dans ces parcs. Il semble que déjà au niveau de la délimitation des zonages de ces parcs, il y a des problèmes. Parce que les communautés locales donc disent que elles ne comprennent plus rien. Il semble que le parc est en train d'agrandir indéfiniment ses limites pour entrer, pour empiéter sur les zones les zones exclusives des communautés locales. Voilà un peu le premier facteur d'achoppement entre la Garamba et les communautés riveraines. Le deuxième facteur, c'est aussi c'est le fait que à un certain moment, dans le cadre de la prise en charge des communautés locales par le parc, il était prévu que le parc puisse construire 2 centrales hydroélectriques, l'une à Dungu et l'autre à Faradje. Mais arrivé à un certain moment, le parc a changé de cette position au profit des centrales solaires. Alors, comme vous en parlez déjà, quelles sont les actions sociales réalisées par African Park, le service auquel vous avez fait allusion tout à l'heure, qui gère le parc national de la Garamba? Quelles en sont les réalisations en faveur des communautés riveraines? Et vous allez voir que le parc s'est investi dans les secteurs des infrastructures, dans les domaines de l'éducation, de la santé, et il y a un certain nombre de réalisations dans ces secteurs-là. Donc il y a des routes qui ont été construites, des écoles et des centres de santé. Des centres de santé, il y a des cliniques mobiles qui ont été mises en œuvre, il y a des constructions ou des réhabilitations de sources d'eau. Le parc a également appuyé les secteurs agricoles à travers les semences et ainsi de suite, mais également, comme nous avons dit, les routes de desserte agricole. Mais aussi, il faut dire que le parc a également été à la base de la construction de 2 ou 3 centrales solaires, l'une à Tadou, l'autre à Faradje, l'autre encore, une 3e à Dungu. Voilà un peu quelques réalisations de parcs en faveur des communautés riveraines. Donc, ce sont les réalisations de services en charge de la gestion du parc national de la Garamba. Alors, y aurait-il d'autres attentes non satisfaites aux communautés locales par le service chargé de la gestion du parc national de la Garamba? Oui, il y a un autre élément qui n'est pas moindre également. Les communautés locales accusent souvent le parc de ne pas puiser dans la main-d'œuvre locale pour travailler, parce que vous savez que l'Union européenne appuie depuis un certain temps le parc de la Garamba. Il y a un peu d'emplois, il y a des postes, tout ça. Et puis, les communautés constatent que, les communautés locales constatent que... Il y a souvent tendance à importer la main-d'œuvre. Plutôt que de recruter la main-d'œuvre localement. Voilà, c'est peu ça. Elle est des éléments de friction entre la gouvernance des parcs et les communautés riveraines. Alors, au regard de ce que vous venez d'évoquer tout à l'heure, quelles seraient les pistes de solutions pour mettre un terme au braconnage
et améliorer la gouvernance du parc national de la Garamba afin de mettre un terme aux tensions sociales? Moi, je pense que l'ICCN, donc le gouvernement congolais, à travers l'ICCN, doit continuer à renforcer, à rationaliser la gouvernance des parcs, du point de vue de la sécurité, pour éviter, pour diminuer le braconnage. Pourquoi je dis cela? Parce que je disais tantôt que African Park a fait un travail remarquable qui a permis à ce que le braconnage puisse diminuer. Donc le gouvernement congolais doit continuer à nouer des partenariats pour que le parc ne puisse pas manquer de financement et que la sécurisation des parcs puisse continuer. Qu'est-ce qui doit concrètement être fait pour réduire les tensions sociales? On ne doit pas faire la conservation pour la conservation. Et il est dit même dans la loi sur la conservation de la nature que la conservation doit se faire aussi en tenant compte des besoins, en tenant compte du développement de la population, des communautés locales. Donc le parc doit miser sur ce que nous appelons acceptabilité sociale. L'acceptabilité sociale, c'est le résultat des processus par lesquels les parties concernées conviennent ensemble des conditions minimales à mettre en place pour qu'un projet ou un programme ou une politique s'intègre harmonieusement à un moment donné dans son milieu d'accueil. Donc, le parc national de la Garamba doit miser sur l'acceptabilité sociale, impliquer chaque fois les communautés locales dans les prises de décision, mais également essayer de former la main-d'œuvre locale dans différentes spécialités pour que les communautés locales soient finalement acteurs ou bien actrices de la gestion, de la gouvernance du parc. Il faut pratiquement arriver à intégrer cette communauté sur tous les échelons de la gouvernance pour que cette communauté puisse sentir que le parc est réellement un patrimoine local et non une histoire importée d'ailleurs, une culture importée d'ailleurs dont elles ne connaissent pas, les communautés locales n'arrivent pas à cerner réellement l'importance. Moi, je crois que ce travail-là constitue un chaînon manquant dans la gouvernance du parc national de la Garamba. Et le travail doit, à mon avis, être fait sur ce point-là. Merci beaucoup, Monsieur Tami Dribé, de nous avoir expliqué le facteur à la base du braconnage dans le parc national de la Garamba et les tensions sociales autour de la gouvernance de ce parc. Je rappelle que vous êtes professeur de l'université de Kisangani et spécialiste en matière de la gouvernance des ressources naturelles et environnementales dans les Haut-Uélé. Auditrices, auditeurs, c'est la fin du 5e numéro de Lolaka Yaouélé, un podcast présenté par Agenonga Chobert dans le cadre du projet Utafiti ya Amani de Bouteli et du groupe d'études sur le Congo, GEC. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve bientôt pour le prochain numéro de Lolaka Yaouélé. Salut!